Bonjour et bienvenue sur le podcast survivaliste de Point Nemo. Aujourd'hui, nous voyons comment reconstruire une économie post-apocalyptique. Après un effondrement total, l'argent n'a plus aucune valeur. Les billets ne sont que du papier. Les banques sont vides et la loi du plus fort semble l'emporter. Mais l'histoire nous montre que l'économie se réinvente toujours, même après les pires crises. Alors, comment recréer un système économique viable après l'apocalypse? Le troc est-il la seule solution? Quels objets et compétences auront le plus de valeur? Et surtout, doit-on réintroduire une monnaie? Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode d'Opération Renaissance, nous allons plonger dans l'économie post-effondrement et explorer les mécanismes qui permettent à des sociétés de renaître économiquement après une catastrophe. Je vais vous faire le podcast d'aujourd'hui en 4 parties. Dans cette première partie, on va voir l'économie de survie. Dans un monde sans argent, l'économie devient immédiatement une économie de survie. Mais est-ce que le retour du troc est une solution ou un piège? Vous savez fatalement que votre économie va être celle du troc pendant l'événement, mais aussi après. Je vous ai fait un petit topo de la situation. Tout d'abord, en premier, échanger des biens devient la norme post-effondrement. Vous allez troquer par exemple de la nourriture contre des médicaments ou des outils contre des munitions. Ça paraît simple dit comme ça. Le problème qui risque de se poser, c'est que le troc exige un équilibre de valeurs. Que faire si personne n'a besoin de ce que vous offrez? La seule solution que vous avez face à ce problème, c'est d'accumuler des biens universellement utiles. Stocker de la matière à troquer de façon très large. Et justement, quels objets auront de la valeur? Eh bien, sans surprise, il s'agit de la nourriture longue conservation comme du riz, des pâtes ou des conserves. Il s'agit aussi de médicaments et d'antiseptiques. Il s'agit aussi d'outils multifonctions comme des couteaux, des haches ou des briquets. Après, vous avez les munitions et les armes selon l'environnement. Et enfin, en dernier, vous avez les connaissances et les compétences, que ce soit en médecine, en mécanique ou en agriculture par exemple. Je vous mets un petit exemple historique de l'utilité du troc post-effondrement. Après l'effondrement de l'URSS, des millions de citoyens ont dû troquer des objets du quotidien pour survivre, car la monnaie locale n'avait plus de valeur. Et on peut dire que dans un monde post-apocalyptique, être capable de produire quelque chose d'essentiel sera plus précieux que n'importe quelle richesse d'antan. Dans cette deuxième partie, on va voir s'il faut une nouvelle monnaie. Quand une communauté commence à se stabiliser, le troc atteint vite ses limites. C'est là qu'émerge l'idée d'une nouvelle monnaie. Alors, il faut se poser la question. Faut-il recréer une monnaie locale? On peut répondre oui, car une monnaie permet de simplifier les échanges. Au final, le troc est plus compliqué si vous cherchez un équilibre de valeur. Oui aussi, car elle évite de devoir toujours trouver un échange direct. Vous ne vous baladez pas toujours avec un objet à troquer en poche, ou encore moins, pile poil ce que veut la personne en face. Du côté du non à la recréation d'une nouvelle monnaie, on est sans confiance et sans une structure de régulation sur cette monnaie, donc elle peut échouer. Je vais vous donner des exemples avec les monnaies alternatives du passé. Premier exemple, en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, les cigarettes et le café ont temporairement remplacé l'argent. Deuxième exemple, c'est pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Certaines villes ont émis leurs propres bons de travail. Et un troisième exemple, en Argentine en 2001, les monnaies locales ont fleuri lorsque le peso a perdu toute valeur. Alors, quand doit-on réintroduire une monnaie? Faut-il attendre des années pour stabiliser la communauté ou créer un système d'échange structuré dès les premiers mois? Eh bien, l'histoire prouve que des monnaies alternatives apparaissent souvent d'elles-mêmes. Le danger, c'est qu'elles soient mal régulées et créent des inégalités brutales. L'idéal est de démarrer avec un système simple, basé sur des ressources tangibles avant d'envisager une vraie monnaie locale. Nous arrivons à notre troisième partie, avec les métiers de l'apocalypse et à savoir quelle valeur aura votre compétence. Au-delà des objets, ce sont aussi les savoir-faire qui deviendront les nouvelles richesses. Je l'ai mis dans la liste des biens à troquer en première partie. Vos compétences valent de l'or. Mais alors, quels seront les métiers essentiels? Eh bien, en premier, ce seront les agriculteurs et les éleveurs, parce qu'ils sont la base de toute l'économie. Toute l'économie de base va reposer sur eux. Ensuite, vous avez les médecins et les guérisseurs, car la santé sera une priorité absolue. Vous savez que dans un contexte d'effondrement, le moindre pépin médical peut vous tuer.
Ensuite, vous avez les forgerons et les artisans, parce que réparer et fabriquer des outils deviendra vital. Vous savez très bien que même si vous êtes polyvalent sur votre base, vous ne saurez jamais absolument tout faire. Ensuite, vous aurez les ingénieurs et les techniciens, qui seront là pour recréer des infrastructures de base. Ce sont des bâtisseurs qui vont aider à recréer une société et la nouvelle économie qui va avec. Et enfin, vous avez les gardiens de la connaissance, qui sont les enseignants, les écrivains, les archivistes, qui vont garder une trace de la catastrophe et qui vont permettre de passer au-dessus aussi. Je vous donne un exemple historique. Au Moyen-Âge, les artisans et les guérisseurs étaient souvent plus respectés que les seigneurs, car ils détenaient un savoir indispensable. On peut dire que dans une société en reconstruction, ceux qui possèdent des compétences rares seront les nouvelles élites. Mais attention, une société trop inégalitaire risque de s'effondrer sur elle-même. On arrive à notre quatrième partie dans laquelle il va être question de structurer une économie communautaire. Car à long terme, une économie viable doit être organisée, sinon elle dégénère en anarchie. Alors, comment éviter une économie de bandits ? Eh bien, il va falloir mettre en place 3 règles strictes. En premier, il va falloir instaurer des règles d'échange et de commerce équitables, donc réinventer des lois commerciales. En deuxième, il va falloir éviter les monopoles et l'accaparement des ressources. Encore des lois en perspective pour éviter les abus. Et en troisième, il va falloir définir un système de justice économique. Vous l'avez compris, il faut recréer une société avec des autorisations et des interdits bien définis. Fini l'époque de l'effondrement et de l'abolition de toute loi. Une société ne va bien que si des lois existent pour la diriger. J'ai un exemple historique. C'est après la peste noire au XIVe siècle. Les villes européennes ont dû réinventer leur économie pour éviter l'effondrement total en régulant les prix et en encadrant les échanges. Alors, faut-il réguler l'économie dès le début ou laisser des choses s'organiser naturellement ? Quel est le risque de voir apparaître des clans mafieux ou des seigneurs de guerre ? L'argent disparaîtra après un effondrement, mais pas l'économie. L'histoire montre que les humains trouvent toujours des moyens d'échanger, d'innover et de reconstruire. La vraie question est de savoir quel type d'économie nous voulons pour ce nouveau monde. Une économie juste et résiliente ou une économie du chaos où seul le plus fort survit. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre pilier fondamental, la justice et la sécurité dans un monde sans loi. Faut-il rétablir une police, une armée ? Comment rendre la justice sans État ? Opération Renaissance, c'est fini pour aujourd'hui, mais le renouveau de la civilisation ne fait que commencer.